Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'émission Ici et ailleurs, une émission de voyage et de découverte. Au micro, Ginette Delaunière, à la mise en onde, Marc-André Dubé. À l'émission d'aujourd'hui, notre thématique porte sur les voyages LGBTQ avec notre invité, Danny Cronstrom. Bonjour! Ce sera certainement un sujet fort intéressant de découvrir ensemble plusieurs informations d'actualité sur ce sujet. Donc, première des choses, cher Danny, j'aimerais vraiment ça que tu te présentes pour nous dire qui tu es. Ben oui, premièrement, merci pour l'invitation. Je trouve ça toujours intéressant quand les radios peuvent parler du tourisme LGBT. Dans le fond, moi, je suis Danny Cronstrom. Je suis propriétaire du site internet du gayvoyageur.com, où c'est qu'on répertorie les meilleures destinations LGBTQ+, à travers le monde. Et on parle des enjeux, notamment de l'homophobie, des couples qui s'en vont voyager. Donc, plein de sujets de même qu'on peut retrouver sur le gayvoyageur.com. OK. Mais ça, on aura l'occasion de reparler d'ailleurs de ton site vers la fin de l'émission, si le temps nous le permet. Mais avant d'être dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu me présentes, toi, comme Danny. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ta famille, un peu, toi. Absolument. Ben c'est sûr que, oui, j'ai un conjoint, j'ai une famille, une belle famille, aimante, et etc. Je suis beaucoup plus dans le domaine des communications depuis belle lurette. C'est un domaine que j'aime. Mais pour mon équilibre personnel, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller à la découverte. Pour moi, il y a une nette nuance entre le voyage et les vacances. Pour moi, c'est deux entités totalement distinctes. Moi, j'aime aller à la découverte des autres, des gens, des cultures, pour un peu me bouleverser dans ce que je suis. Je suis né d'une certaine manière, avec certaines pensées. Il y a d'autres manières de voir les choses, il y a d'autres manières de penser. Et moi, c'est ce que j'aime du voyage, c'est aller à la rencontre des autres cultures. Justement, à partir de quel âge que je dirais que tu as commencé à considérer justement que tu étais différent dans ta façon de voir pour les voyages, etc. Là, tu sais? Bien, il y a deux manières à ça. Il y a premièrement mon orientation. Moi, quand j'étais jeune, je savais que c'était pas une maladie mentale, comme à une certaine autre époque. Donc, je suis né dans un milieu aussi qui avait une ouverture d'esprit par rapport à la diversité. Je peux penser à mon feu de père, que lui posait énormément de questions dans son RPA, des gens qui venaient de d'autres pays, donc demandaient leur culture, leur gastronomie, etc. Donc ça, je tiens ça de mon père, d'aller à la découverte des autres. Pour la question du voyage, il faut que je donne le crédit à plusieurs points dans ma vie. Premièrement, à l'école, à l'éducation, au primaire, on est allé au musée de la civilisation. Il y avait une exposition dont je ne me souviens pas c'était quoi le sujet. J'ai juste un focus sur les temples d'Angkor. Et je me suis dit, mais au Québec, on n'a pas ça. Faut que j'aille voir les temples d'Angkor. Donc, ça a été mon premier son de cloche de ma vie. Et le deuxième son de cloche, ici, c'est sans jugement. C'est simplement que moi, ça a résonné en moi. C'était un reportage de Radio-Canada qui présentait, je pense, les 35e anniversaire d'un événement qui a eu lieu à Montréal. Et puis, et ça, ils sont allés voir une personne, ils ont été interviewés plusieurs personnes, et une des dames, sans jugement, elle a dit, elle était plus loin qu'Hochelaga Maisonneuve, autre que pour l'exposition universelle. Donc, moi, je me suis dit, dans la vie, j'ai le goût d'aller voir les gens. Les gens peuvent des fois ne pas sortir de leur milieu, etc. Donc, moi, j'ai décidé d'aller au-delà de ça. Donc, c'est plusieurs points, et le dernier point que je pourrais dire là-dessus, c'est que un de mes ex voulait aller en France. Finalement, on a acheté nos billets ensemble. On s'est séparés entre-temps. Et donc, j'ai été en France tout seul, en solo, comme premier voyage. C'est quand même marquant et c'est ça qui m'a comme donné la piqûre par la suite. OK. Ben justement, parlant de piqûre, parle-moi un petit peu de ton parcours de voyage. Tu sais, comme au début, là, le premier voyage que tu as fait, si j'entends bien, c'était la France. La France, en solo. J'arrive à Paris, je pense qu'on est en 2003, 2004. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'aller vivre à Paris.
parce que je trouvais que il y avait des choses qui me représentent, c'est ouvert sur le monde, c'est accessible. En France ou en Europe, l'accessibilité au voyage, on prend un train, on prend un low cost en avion, on est rendu à Prague, on est rendu à Mykonos, etc. Donc, il y a plusieurs destinations ultra accessibles. Et par la suite, ben, c'est sûr que j'ai été beaucoup plus en Europe au début. Je voulais voir les grandes capitales, etc. Mais plus que mon cheminement va, plus que j'ai le goût de découvrir des destinations méconnues des gens, hors du tourisme de masse. Je suis plus rendu là dans ma façon d'être, mettons. OK, bon. D'ailleurs, avant de continuer à parler de voyage, j'aimerais quand même faire une espèce de petit horizon, le petit tour d'horizon sur les statistiques. Oui. Et surtout aussi sur l'acronyme LGBTQ, parce que il y en a plusieurs qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ. D'autant plus que j'ai fait une petite recherche qui disait 2E LGBTQ+. Donc, je me suis permis d'aller chercher un petit peu de terminologie, puis de peut-être l'expliquer, le dire au moins aux auditeurs, auditrices, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'acronyme qui est finalement utilisé et officiel. Là. On parle de 2L, ben, c'est parce que c'était la bispiritualité chez les Autochtones, parce qu'on les oublie souvent dans le... Absolument. OK, alors, L pour lesbienne, gay, G pour gay, B, bisexuel, et puis je vois le T pour... Transgenre, transsexuel. Merci, je voulais que tu continues avec moi. Le Q, c'est les queer, et puis le I étant le... Intersexe. Et puis plus, ben, c'est tous les intergenres Exactement. et autres. OK. Mais il y a un point intéressant dans la question du L. Pourquoi que le L est avant le G? Parce que lors de la crise du sida des années 80, c'est les femmes lesbiennes qui ont supporté en premier les hommes homosexuels portant le sida. Donc, par respect pour les femmes, on a décidé de mettre le L avant le G, non par GLBT. Okay. Je trouve ça vraiment intéressant de se souvenir de l'apport féminin dans la crise du sida dans les années 80 qui a ravagé, il a tué énormément de gens. Là. Énormément, c'est vrai. Exactement. Vrai. Ah, je ne l'avais pas su, moi non plus, celui-là. C'est bien. Puis quant aux statistiques, ben écoute, c'est juste au niveau peut-être de statistiques mondiales, un peu pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on parle que 9% de la population s'identifie comme LGBTQ. D'après une étude mondiale d'un sondage Ipsos qui a été fait en 2023, auprès de 22 500 adultes dans 30 pays, ce qui a révélé que 9% des adultes qui s'identifiaient comme LGBTQ. Considères-tu que ça semble être assez réaliste, toi? Dans un certain sens, oui. Mais tu sais, je pense qu'il faut voir ça comme étant quelle est l'ouverture de la population face au sujet et quelle est l'ouverture du gouvernement face au sujet. Des fois, le gouvernement peut être plus fermé que la population. Des fois, la population est plus fermée que le gouvernement. Prenons l'exemple. Avant la guerre en Israël, Tel Aviv avait environ 20% de sa population était homosexuelle. Parce que, compte tenu qu'il y a une répression, notamment dans certains coins du pays, les homosexuels déménagent au centre-ville d'Israël. Donc, il y a beaucoup plus d'homosexuels que dite la normale. Donc, ça dépend vraiment du milieu et d'où qu'on va. Si on va, je ne sais pas moi, en Iran, ben, il n'y en a pas d'homosexuels. Là, je mets des guillemets à pas, parce qu'ils doivent se cacher. Donc, tout dépend vraiment de la question socio-politique. Exactement, parce que dans le fameux sondage encore, on parlait que là où on retrouve le plus d'homosexuels dans le monde, ben, ce serait comme les Pays-Bas, Brésil, Pays-Bas, 14% qui disent, Brésil, 13%, l'Allemagne. Nous, au Canada, on est quand même au 5e rang avec 11%. C'est intéressant. Absolument, mais pourtant, le Canada est considéré parmi les meilleures destinations LGBTQ+, à travers le monde. Certaines statistiques, certains, on pourrait dire top, qu'on pourrait dire les sites web disent les meilleures destinations sont, le Canada arrive souvent en première position, à cause notamment de notre ouverture face à la communauté LGBTQ+, en grande majorité de la population, les lois, le mariage, etc. Donc, c'est pour ça que c'est attirant pour certains voyageurs d'aller au Canada parce que c'est un lieu sécuritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, je ne dis pas que tout va bien, il peut y avoir des crimes homophobes au Canada, etc. Mais dans sa globalité, ça va relativement bien. Quoiqu'il y ait une régression en ce moment, notamment dans la question de l'homophobie, mais il y a quand même des aspects positifs par rapport à d'autres nations.
OK, c'est intéressant à savoir quand même. Tantôt, je parlais d'acronyme avec queer et compagnie, mais tu sais, c'est quoi la différence entre bisexuel et queer? Ben, bisexuel, c'est souvent, on est attiré envers les deux genres, homme-femme. Puis queer, ben, c'est plus un esprit comme quoi qu'on peut... aujourd'hui, je suis plus comme ça. J'ai le goût d'être peut-être plus un homme, plus une femme. Je suis plus attiré par un homme, par une femme. C'est comme plus une fluidité dans son genre par rapport à la bisexualité. C'est qu'une personne peut être bisexuelle, mais en étant plus attirée vers le sexe opposé ou le même sexe. Donc, c'est plus attiré vers un sexe spécifiquement. OK, OK. Ben, ça m'intéressait de savoir parce qu'on me pose souvent la question, puis je trouvais qu'entre bisexualité et queer, c'était pas mal la même affaire. Mais ce que j'entends, la différence, finalement, c'est que il dit qu'il est aux hommes et aux femmes, alors que le queer, lui, c'est plus interdépendant des genres. Exactement. Ça peut être, à un moment donné, une femme, à un moment donné, un homme. Puis avoir un sentiment plus vers un homme, vers qu'une femme. Donc, effectivement. OK, OK. En tout cas, c'est devenu un peu plus moderne aujourd'hui. Oui, absolument. De cette façon-là. OK. Donc, par rapport aux statistiques, c'est ça, je trouvais que c'était valait la peine de le mentionner parce qu'on ne sait pas trop la répartition. D'après ce que je peux voir, c'est que, tu sais, les gars, on les voit plus ouvertement, tu sais, on les sent plus dans la société, en tout cas chez nous, et même ailleurs. Quand tu vas au Brésil ou ailleurs, tu sais, tu vois ça. Alors que les femmes, c'est difficile de le savoir, tu sais. Fait que je sais pas sur quels sont les critères qui se sont basés pour faire la décortication des pourcentages, parce que dans le sondage EPSO, là, que je te parlais tout à l'heure, de 2023, on parlait de lesbiennes ou gays, 3%, bisexuels, 4%, pansexuels et omnisexuels. Encore des termes que je connais pas. Ça, c'est quoi, ça? Omni, je ne connais pas. Moi non plus. Puis asexuel, bon, ça, on sait que... Bon, ça fait partie. Puis, il y a la communauté transsexuelle qui ont beaucoup de difficultés, notamment dans certains voyages. Il y en a qui sont interdits par leur loi, il y en a qui sont méprisés. Donc, ça devient des fois pas toujours évident pour cette communauté-là de voyager. Justement, je me posais la question à savoir, les voyages LGBTQ, là, ça existe pour plusieurs raisons. On parle de la sécurité, etc. Veux-tu m'en parler un petit peu plus? Justement? Pourquoi ça existe, ça, les voyages LGBTQ? Ben, au même principe qu'il y a des voyages religieux, des voyages sportifs, ben, il existe aussi les voyages LGBTQ+, où c'est que on se doute fort bien qu'en règle générale, c'est pas vrai pour tout le monde, là, je mets tout le temps des guillemets dans ce que je dis, puis j'inclus les hommes et les femmes dans ce que je dis, c'est que souvent, ben, le couple homosexuel n'a pas d'enfants, donc a un revenu différent que d'autres. Donc, les possibilités de voyage deviennent peut-être plus grandes. Donc, ça devient intéressant pour cette communauté-là d'aller découvrir d'autres destinations. Ça peut être à l'intérieur même de son propre pays, ça peut aller découvrir d'autres destinations. Et l'accessibilité compte tenu du revenu, ça devient intéressant. C'est pour ça que certaines compagnies, certains pays veulent attirer cette clientèle-là pour un aspect économique. Mais aussi, compte tenu que la communauté veut s'assurer de leur sécurité, ils vont regarder notamment leurs droits. Et si dans ce pays autre qu'on va visiter, les droits acceptent la communauté. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a certains pays qu'il n'y a pas de droit, de loi pour la communauté homosexuelle, mais ça reste très ouvert. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, j'étais au Bhoutan, qui est un petit pays en Asie, situé au nord de l'Inde, proche du Népal, avec la frontière avec la Chine. Ils n'ont aucune loi sur la communauté LGBTQ+. Mais pourtant, ce sont des gens extrêmement accueillants envers ces gens-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste une question de loi et de droit, c'est aussi une question de vibe du pays sur la question de l'ouverture face aux autres. OK. Et puis, justement, lorsqu'on parle de voyage, il y a la sécurité, il y a aussi l'affirmation de soi, il y a la découverte, la construction d'une communauté. Tout ça, ça répond aussi à des besoins spécifiques, puis j'imagine aussi pour quand tu organises des voyages. Ben oui, absolument, parce que si je peux faire le parallèle entre un couple hétéro et un couple homosexuel qui s'en va à Paris, ou à Paris, par exemple, ben, la personne hétéro va vouloir aller voir potentiellement la Tour Eiffel, le musée du Louvre, le château de Versailles, donc des classiques. L'homosexuel va vouloir aller voir aussi la Tour Eiffel,
le château de Versailles, le musée du Louvre. Mais elle va aller aussi prendre du temps dans le quartier du Marais, qui est le quartier LGBTQ+, de cette région-là. Mais dans tous les cas, une personne hétérosexuelle devrait aller visiter le Marais. Le dimanche après-midi, le Marais en été, à l'automne, au printemps, c'est tout simplement magnifique comme lieu. Mais c'est juste un lieu plus ouvert. Il y a plus de bars, de restaurants, d'hôtels, d'hébergements, etc., qui est ouvert à la communauté LGBTQ+. Donc, c'est un peu ce pan-là, parce qu'en réalité, on va tous visiter l'attrait numéro 1 d'une ville, d'un pays, mais on va aller se dormir dans un lieu peut-être plus sécuritaire, plus ouvert d'esprit que d'autres. Donc, c'est un peu parfois cette différence-là. Mais en contrepartie, des fois, on peut, par exemple, je prépare un voyage potentiel en Égypte et je dois faire beaucoup plus attention parce que c'est beaucoup plus fermé sur plusieurs aspects. Donc, c'est un peu ça, c'est cette question-là qu'on doit avoir. OK. Donc, c'est très intéressant à voir, effectivement, parce que le Marais, en plus, je te dirais qu'il y a beaucoup de lieux où, même s'il y a une ouverture pour LGBTQ, c'est ouvert à tout le monde. Alors, dans le fond, il ne faut pas se laisser barrer la route en s'empêchant d'aller visiter des lieux comme justement les LGBTQ vont faire aussi ailleurs dans les autres pays, quoi. Absolument. N'est-ce pas? Puis, tu sais, si je prends un autre exemple, comme le quartier Soho de Londres, qui était le quartier LGBTQ+, mais compte tenu des loyers excessivement chers pour les commerçants, de plus en plus, il y a des petits quartiers ouverts. Mais avec l'arrivée des téléphones, la question de la rencontre a beaucoup modifié. J'aimerais ça que tu gardes oui, ça pour la prochaine. C'est vraiment intéressant comme D'accord. Ouais. On va donc passer à la première pièce musicale. Oui. Respire encore de Clara Luciani, une autrice, compositrice, interprète française. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Moi, personnellement, j'ai de la difficulté à dissocier l'artiste et son œuvre. Et j'ai besoin que l'artiste soit ouvert d'esprit, porte des messages intéressants. Dans ce cas-ci, Clara s'est beaucoup axée sur le féminisme, la diversité. Puis c'est un peu, Respire encore, c'est pouvoir profiter pleinement de la vie. Puis dans cette vidéoclip-là, spécifiquement, c'est beaucoup axé justement sur la diversité. On voit les trans, les homosexuels, les bisexuels, puis que tout le monde s'amuse ensemble. Donc c'est très divertissant sur une artiste que j'adore profondément. Alors, on va l'écouter immédiatement. Marc-André? Vous êtes sur les ondes de CKIA FM au 88,3 à l'émission Ici et ailleurs, en compagnie de mon invité, Danny Kronstrom. Danny, avant la pièce musicale, on était rendu à parler finalement, de téléphone, l'arrivée du téléphone. En fait, tu parles du cellulaire, je pense. Absolument, absolument. Okay. Justement, alors tu disais que dans certains pays, là, je ne veux pas perdre l'idée que tu avais au départ, alors je te laisse continuer là-dessus. Absolument, c'est sûr que les téléphones cellulaires, ça a complètement changé tout ce qui est les quartiers LGBT. On peut parler exemple du village gay à Montréal, mais c'est vrai pour le Marais, Soho, à Londres, etc. Donc, ça l'a complètement bouleversé. Parce qu'avant, à une certaine époque, exemple dans les années 90, début 2000, la communauté LGBTQ+, allait dans ces villages-là, dans ces quartiers-là, pour aller se rencontrer. Donc, c'est un milieu propice dans un bar pour aller rencontrer, se faire de nouveaux amis, aller sortir avec nos amis, etc. Et un jour, les cellulaires sont arrivés. Et bien entendu, le cellulaire vient avec des applications de rencontre. Peu importe son objectif derrière la rencontre, l'application est venue. Donc, autant pour les voyageurs qui arrivent, exemple en sol canadien à Montréal, mais peuvent rencontrer sans nécessairement aller dans un village, dans un quartier. Donc, ça a complètement bouleversé les écosystèmes et avec l'ouverture de la population dans son sens général, avant on nommait un restaurant à Montréal, par exemple, ça c'est un restaurant gay-friendly. Lui, peut-être un peu moins. Mais aujourd'hui, avoir un restaurant qui n'est pas gay-friendly à Montréal, je me questionnerais plutôt de la part de son commerçant. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir des couples dans un Myland de ce monde, un couple homosexuel qui va aller manger dans un restaurant, c'est tout à fait dans la normalité des choses, ce qui n'est peut-être pas le cas dans les années 80. Donc, l'arrivée des cellulaires a fait en sorte que ça l'a bouleversé, mais aussi ça l'a fait en sorte que ça l'a attiré les voyageurs à venir visiter certains pays. Parce que certaines applications, on peut nommer Grindr par exemple, qui sont complètement interdites dans certains pays, comme la Chine par exemple. Donc, il y a encore des microcosmes dans certains pays, compte tenu que certaines applications sont interdites
existent encore. Mais dans tous les cas, les voyageurs homosexuels vont aller passer à un moment donné un temps dans le village gay de Montréal ou dans le Marais, etc. Ça survit encore, c'est juste que ça a modifié l'écosystème de ces quartiers-là. OK. Donc, si on peut considérer que le gay-friendly, c'est le terme qu'on utilise pour dire que c'est des lieux où on peut se retrouver entre... Amicalement. OK. Amicalement. Dans le fond, c'est que c'est pas exclusivement pour cette communauté-là, hommes-femmes ou seulement hommes ou seulement femmes. Donc, c'est des lieux ouverts d'esprit. Puis, tu sais, on parle de commerce, mais moi, personnellement, tu sais, exemple, j'étais à Santiago il y a pas très longtemps, au Chili, puis j'essaie toujours d'encourager des commerçants qui se disent réellement gay-friendly par des guides touristiques, par leur site web, par exemple le petit drapeau quelque part sur leur site web, via les réseaux sociaux avec des images, etc. Donc, pour moi, c'est important, oui, de voir des restaurants, d'aller manger dans les restaurants, etc., mais aussi d'aller voir, d'aller à la rencontre de ces commerçants-là, parce que je trouve ça intéressant que dans certains pays, ils mettent en valeur ces idées-là d'ouverture. Donc, je prends tout le temps d'aller voir quelques commerçants à ce niveau-là. Tu constates d'ailleurs que les commerçants sont de plus en plus ouverts par rapport à la communauté LGBTQ? En règle générale, oui. C'est sûr que là, on est dans une espèce de mouvance peut-être un peu moins le fun sur la question des droits un peu partout à travers le monde. C'est probablement temporaire, sur quelques mois, quelques années, mais je suis persuadé, je suis un homme confiant que les choses vont se réajuster. Et oui, il y a des commerçants qui s'affichent et moi, je trouve ça très beau dans plusieurs des pays. C'est pas vrai dans tous les pays, mais dans la plupart des pays, on peut en trouver, puis c'est ça qui est génial. Puis c'est vrai aussi pour la question des hébergements. Moi, oui, tu sais, c'est sûr que ce qui est important, c'est que les hébergements soient ouverts d'esprit, qu'il y ait une accueil chaleureuse, parce que c'est pas vrai que tous les hébergements que j'ai faits, il y avait eu cet accueil-là. J'ai déjà des accueils très glaciaux, parce que je suis avec un compagnon. Je me souviens qu'un moment donné au Pérou, dans un hôtel proche de l'aéroport, la personne me demandait 10 fois si je voulais bel et bien un seul lit pour 2 hommes. À un moment donné, la première fois, je peux comprendre. La deuxième fois, peut-être qu'à personne a mal entendu, tu sais, on peut se mettre dans un contexte. Mais 3-4 fois, à un moment donné, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oui, moi, je suis à l'aise avec ça. C'est sûr que je ne ferais pas ça dans tous les pays. Il y a certains pays qui sont... Il y a une loi anti-LGBTQ+, donc on peut aller en prison à cause de ça. Donc, dans un contexte comme celui-ci, ben, je ferai attention pour prendre 2 chambres pour chaque homme dans chacune des chambres. Donc, ça dépend des lieux. Parce que moi, je ne veux pas non plus m'interdire de voyager dans un pays parce qu'il y a des droits plus difficiles pour la communauté. C'est ça, je ne veux pas non plus me mettre à risque non plus. Il y a comme je dois poser, mais j'ai goût de découvrir l'ensemble, la plus grande possibilité de la planète. Il y a tellement des belles choses, des êtres humains incroyables. Donc moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pour ça que quand je planifie un voyage, je le planifie dans tous ces critères-là d'ouverture, et dans une certaine forme de risque à avoir. On pourrait peut-être parler de la planification des voyages tantôt. Oui. Mais avant, j'aimerais ça que tu me dises, parce que tu as dit que il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres. Ça m'a amené à penser, si tu pouvais nous dire un peu les pays où c'est moins intéressant par rapport à ceux où c'est vraiment intéressant. Absolument. Il faut nommer les pays qui sont très ouverts. Puis il faut aussi nommer les pays que c'est peut-être plus complexe. Certains pays d'Afrique, comme le Burkina Faso, par exemple. Dans certains pays d'Afrique, en ce moment, il y a des nouvelles lois anti-gays, anti-LGBT, pour hommes, pour femmes, peu importe. Mais en contrepartie, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Mais dans certaines régions de l'Afrique du Sud, c'est beaucoup plus complexe. Si on va à Cap Town, le Cap, c'est très ouvert. Il y a des quartiers, il y a des restaurants, c'est très ouvert d'esprit. Mais dans d'autres quartiers, peut-être moins. Bien entendu, la Russie, je vous déconseille fortement d'y aller pour plusieurs raisons. Si on regarde pour la question des droits LGBTQ+, donc la question du tourisme,
c'est un pays qui est extrêmement fermé à cette question-là. Il y a d'autres pays d'Asie, certains pays d'Asie qui peuvent l'être, comme la Corée, la Chine, c'est compliqué. Faut faire attention, peut-être pas nécessairement à Pékin, peut-être pas à Shanghai, etc. Mais comme là, je m'en vais à Hong Kong à l'hiver, mais qui reste indépendant un petit peu, mais là, j'ai pas de soucis, mais j'ai un malaise d'aller à Pékin, malgré tout. Mais pourtant, j'ai le goût vraiment d'y aller pour voir la muraille de Chine. Pour moi, c'est impossible dans ma vie que j'aille pas voir ça. Donc, je suis comme tiraillé avec ça. Est-ce que je vais y aller en solo? Probablement. Peut-être, peut-être pas. Donc, c'est toujours un tiraillement. Puis, bien entendu, le côté positif, il y a des pays extrêmement ouverts, extrêmement intéressants à découvrir. On a parlé des Pays-Bas, mais tous les pays du nord de l'Europe, l'Islande, Norvège, la Suède, Finlande, c'est à découvrir, c'est magnifique à faire absolument. Tu sais, on regarde l'Islande, on peut voir combien d'aller avec les couleurs LGBTQ+, on parle de Reykjavik, on parle de petits villages, de quelques habitants qui accueillent ouvertement la communauté. C'est ça qui est beau à voir. Sinon, des fois, c'est peut-être des petites villes. Je peux parler, exemple, j'arrive de l'île de Pâques. Ma guide, parce que pour visiter l'île de Pâques, il faut impérativement avoir un guide pour certains coins, pour voir les moailles. Et ma guide, c'est une femme homosexuelle lesbienne, mais compte tenu que de l'histoire, etc., elle vit aussi avec un conjoint qui est français. Mais elle a aussi une conjointe plus non officielle au côté papier, parce que l'île de Pâques appartient, je mets des guillemets, appartient au Chili. L'île de Pâques se disent plus souveraine, avec leur propre façon de faire, leur propre vision du monde, etc. Donc, sa conjointe habite au Chili, donc sur la terre ferme, si on peut le dire ainsi, sur le continent. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut faire extrêmement des belles rencontres dans des lieux peut-être un peu méconnus. Parce qu'on ne peut pas dire que l'île de Pâques, c'est une destination gay-friendly. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de restaurant d'hôtel, mais pourtant, quand je suis allé dans l'hôtel, j'étais accueilli à bras ouverts par les propriétaires. Il n'y avait pas de malaise face à ce que j'y allais avec mon conjoint. Mais on ne pourra pas dire que c'est une île ouverte pour autant. Non, c'est ça. Mais en fait, ce que ça m'a prêté à me dire, c'est que, tu sais, quand tu parles, par exemple, de la Russie, certains lieux en Chine, etc., alors qu'Hong Kong fait partie aussi de la Chine, mais qui est plus ouvert, est-ce que c'est... Bon, oui, il y a les lois qui font en sorte que c'est difficile pour la communauté LGBTQ, mais il y a quand même une ouverture pour les gens, les Chinois, les Chinoises en général, ou... tu sais, le peuple comme tel, lui, quand il voit deux gars se promener ou deux femmes se promener, est-ce que tu sens une grimace, tu sens quelque chose qui est vraiment non inclusif, là, tu sais? C'est parce qu'il y a les lois, c'est sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on évolue, hein, c'est parce que l'ouverture est démontrée, la société l'accepte plus, comme les pays que tu viens de nommer en Scandinavie et autres, à un moment donné, il faut que aussi le gouvernement... suivre le pouls de sa population, tu sais. Alors, est-ce que, justement, il n'y a pas ça aussi que tu sentais, malgré le fait qu'il y a des lois qui interdisent des choses ou que tu sens que ça ne va pas bien? Absolument. Tu sais, je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques années, la Thaïlande a modifié ses lois avec des lois beaucoup plus ouvertes. Je suis allé 5 fois en Thaïlande et ça fait il y a très, très, très longtemps. Et les lois n'étaient pas mises en place pour les communautés LGBTQ+. Mais dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, les Thaïlandais sont des gens extrêmement ouverts aux autres, très respectueux face aux autres. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de loi que la population ne l'était pas. Au contraire, c'est des gens plus ouverts que bien des gens à travers le monde. Donc, ça devient une destination extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, il y a des lois pour protéger la communauté LGBTQ+, mais dans tous les cas, c'est une destination à faire. Bangkok, les îles, le nord, c'est magnifique. Et c'est vrai pour les petits villages, les grandes destinations. C'est un pays vraiment fascinant sur l'ouverture des autres et aussi sur la manière de pouvoir communiquer, toujours en mode respect. C'est un pays fascinant absolument à faire et c'est une excellente destination comme première porte d'entrée en Asie. Si vous n'avez jamais fait l'Asie, la Thaïlande, c'est accessible, c'est facile de communiquer, on comprend les normes malgré un chaos.
et c'est compréhensible dans la façon que les autres se gèrent. Donc moi, c'est un pays fascinant à plusieurs égards. Alors, on va continuer tantôt. Entre-temps, on va mettre une deuxième pièce musicale qui s'intitule « Le dernier jour du disco » par Juliette Armanet, auteure, compositrice, interprète et pianiste. Et journaliste aussi. Et journaliste oui. Et actrice. Et actrice, elle a plusieurs aspects en elle. C'est pour ça d'ailleurs que tu l'as choisie, c'est parce qu'elle aussi, elle est ouverte sur toutes les communautés, les femmes. Absolument. Tu sais, elle est allée dans une émission qui s'appelle Drag Race France, même principe que la chanteuse juste avant, Clara Luciani. Donc, ce sont des gens extrêmement ouverts d'esprit. Puis pour moi, ça m'attire énormément. Et sa pièce, ben, tu sais, ça fait partie aussi de moi qui aime bouger, qui aime sourire. Et moi, tout ça me fait du bien quand j'écoute cette chanson. On va l'écouter tous ensemble. Alors bonjour, on est toujours avec mon invité Danny Cronstrom à l'émission Ici et ailleurs, 88,3 à CKIA. Ce qui est intéressant, Danny, à la deuxième partie, tu nous parlais justement de les pays qui sont fascinants à visiter et aussi plus facilitants pour monsieur et madame tout le monde et la communauté LGBTQ. Je voudrais que tu m'en parles un peu plus d'ailleurs. Comment tu planifies un voyage quand tu fais partie de la communauté LGBTQ, par exemple? Absolument. C'est sûr que c'est propre à chacun. Moi, personnellement, j'ai autant de bonheur à le planifier qu'à le vivre. Le vivre, c'est le fun, c'est le moment présent, c'est la découverte, c'est les yeux, c'est tous les sens qui sont appelés. Mais la planification, moi, je trouve ça fascinant. Donc, souvent, ben, c'est sûr que je m'en vais visiter premièrement le site web canadien de voyage.gc.ca où c'est qui démontre s'il faut avoir un visa, s'il faut avoir combien de jours qu'on peut rester, faire sa demande de visa, à quel endroit officiellement, parce qu'il existe plusieurs sites internet qui peuvent faire des demandes de visa, mais ce n'est pas les officiels. Donc moi, je m'en vais toujours sur ce site web-là en premier pour voir si c'est accessible et combien de temps que ça peut prendre pour obtenir ces documents-là. Après, quand tout ça, il me semble clair, je m'en vais toujours visiter un petit peu les sites web comme le Guide Voyageur, mais il y en a plusieurs autres en français, en anglais. Il y en a des excellents qui font très bien, qui démontrent les destinations en guide touristique. Et bien entendu, je m'en vais aussi sur des sites web comme YouTube, par exemple. Donc, j'aime beaucoup me documenter sur la communauté LGBTQ+, notamment sur YouTube, par des YouTubers qui sont allés visiter les destinations, ils donnent des trucs et des astuces. Donc, ça me fait voir autrement par rapport à mes yeux. Parce que moi, je le vois d'une manière, mais d'autres êtres humains peuvent le voir d'une autre façon. Et moi, je recueille tout ça. Donc, je planifie un petit peu tout ça. C'est sûr que moi, dans ma personnalité, j'aime découvrir le pays et non une ville. Donc, comme là, à Taïwan prochainement, ben, je vais en faire une grande partie de l'île de Taïwan et pas juste Taipei et quelques destinations. Donc, je prends le temps de m'informer sur la culture, sur l'aspect politique, sur l'aspect LGBTQ+, les droits, en lisant sur d'autres plateformes sur le web. Des fois, je m'en vais même sur l'Office du tourisme officiel pour voir s'il y a un petit aspect LGBT. Ont-ils un onglet ou une page qui parle de la communauté? S'il n'y en a aucun, on peut googler, exemple, l'Office du tourisme, Taipei, LGBT, puis on va voir qu'est-ce qui va ressortir, parce que des fois, c'est des sous-onglets. Donc, c'est tous des petits points de même qui m'allument pour dire, ah oui, cette destination est peut-être plus ouverte que qu'est-ce que moi, je me suis imaginé, parce que je peux avoir mes biais cognitifs, mais peut-être que la réalité a évolué aussi. Donc, tout ça me permet, puis aussi, ben, je m'en vais voir s'il y a des événements. Comme une Pride, par exemple, la Marche des Fiertés. Est-ce qu'il y en a une? Je ne suis pas nécessairement la personne qui va aller visiter durant cette période-là, mais c'est quand même un indicateur de savoir s'il y a une tolérance. On parlait de Moscou tantôt. Ben, oublions la Marche des Fiertés à Moscou, c'est tout simplement interdit. Exact. Et pour moi, c'est grave dans la manière de pouvoir donner ses droits. Je vous donne un exemple beau que j'ai le goût de mettre en mots. Un moment donné, je marchais avec mon père, parce que je voyageais avec mon père, notamment en France, dans d'autres fois. Puis je me rends dans une magnifique ville étudiante qui s'appelle Montpellier, qui est dans le sud. Ouais. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait une Pride cette journée-là. Et je marche, tout simplement, et je vois la marche. Là, je dis à mon père, papa, est-ce que ça t'opportune si je m'en vais militer pour les droits LGBTQ+, dans ce pays-là, qui a une répercussion dans d'autres pays? Il dit, ben non, pas de problème, je vais même y aller avec toi.
Et là, on a fêté la diversité avec mon père qui est hétérosexuel, etc. Donc, c'est ça qui devient intéressant. On permet de partager avec les événements, avec des locaux et d'autres touristes. Donc, la Pride est une bonne façon de se réunir. Il y en a partout un peu à travers le monde. On parlait de Bangkok, il y en a. On parlait de Bruxelles, il y en a, etc. Et ça devient intéressant, notamment aussi pour la contribution, pour la visibilité locale et à l'extérieur, parce que ces événements-là, les événements de cinéma LGBT, on a parlé de la Pride, qui est peut-être le plus classique, le plus connu, mais il existe des événements littéraires, de cinéma pour la communauté. Donc, on peut aller voyager pour découvrir des films plus locaux si vous aimez les films. Donc, les événements, pour moi, ça devient intéressant pour la planification aussi. Tout dépend de qui qu'on est. Aussi, on parle souvent, en ce moment, dans l'entrevue, on parle beaucoup du côté voyage peut-être plus terrestre, mais aussi les croisières. Il existe plusieurs croisières LGBTQ+, mais aussi des croisières gay-friendly. Il y a des croisières exclusivement pour hommes, des croisières exclusivement pour femmes, des croisières hommes-femmes homosexuels. Donc, il y a plein d'opportunités si vous aimez les croisières. Les plus connues sont souvent dans les Caraïbes, proches de la Grèce, aussi dans les Balkans, mais aussi en Asie, que ça peut être intéressant. J'ai un ami qui est homosexuel, a fait un tour du monde en croisière, mais c'est une croisière gay-friendly, là, c'était pas pour autant pour... Donc, c'est ça qui devient intéressant avec le tourisme LGBT. Ben, en fait, on constate aussi l'augmentation, parce que moi, j'entends parler souvent aussi dans les guides de voyage ou ailleurs, des annonces où on prépare des trucs pour les LGBTQ, ce qu'on ne voyait pas vraiment avant. Alors, il y a comme une augmentation, je dirais, de l'inclusion. Hein? Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on entend beaucoup plus, puis que ça contribue finalement à la visibilité et l'acceptation des LGBTQ, de voir toutes les prides et puis les activités qu'on y voit aussi. Absolument, puis ça peut être un aspect positif aussi pour les locaux de voir les touristes homosexuels dans leur ville, dans leur destination, dans leur pays. Parce qu'ils vont voir que c'est des couples totalement dites normales, avec des valeurs tout à fait normales. Donc, l'inclusivité se fait à petits pas. C'est sûr que les offices du tourisme, en règle générale, n'investissent pas nécessairement énormément de sous dans cet aspect-là. Entre un marché, exemple, la Ville de Québec vont peut-être plus aller voir le marché italien plutôt qu'aller voir le marché, là c'est une supposition, là, le marché italien plutôt qu'aller voir le marché global LGBT. C'est plus facilitant de voir un groupe précis, un pays précis pour attirer, mais il y a encore beaucoup d'efforts qui peuvent être faits. On peut penser à la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, ça a été difficile, notamment pour les voyageurs, et j'inclus les voyageurs LGBT. Puis parmi les sondages d'un regroupement que vous pouvez aller voir, un regroupement anglophone qui met en valeur les statistiques, s'appelle IGLTA, où c'est qu'ils font que des statistiques, notamment en lien avec le tourisme. Et parmi les premiers qui sont, après le déconfinement total à travers le monde, ce sont les homosexuels qui ont repris un peu le droit du tourisme, si on peut le dire ainsi, en voyageant, et etc., plutôt que d'autres groupes, comme peut-être les tourismes religieux, sportifs, comme on a parlé un peu plus tôt. Donc, on peut dire que le tourisme LGBTQ, ça influence quand même pas mal l'économie locale. Absolument. Dans les destinations choisies? Absolument, parce que, comme mentionné, ils n'ont pas d'enfants, ils ont souvent un bon salaire, donc ça devient intéressant pour eux et aiment les belles choses, aiment sortir, les bons restaurants, les beaux hôtels ou les Airbnb, peu importe comment que les gens le voient, la question de l'hébergement. Donc oui, il y a vraiment une question intéressante au niveau économique et compte tenu qu'il y a des événements à l'année, ben, ils voyageront pas nécessairement en juillet où les personnes homosexuelles vont souvent voyager hors des saisons, septembre, octobre, notamment pour la question des événements, peut-être. Et dans la planification, il y a autre chose aussi qu'il faut penser, aussi tu as fait le tour de la question par
La planification, ça peut être aussi par rapport à aller voir les gens locaux. On est, exemple, à Québec, on va les connaître, des gens qui existent, des forums, des pages Facebook, des comptes Instagram, qu'on peut aller voir ces gens-là pour poser des questions. On peut communiquer, exemple, avec un hébergement, un bar, pour dire, hey, avez-vous un tel événement? Exemple, quelqu'un veut un drag brunch, exemple, un brunch avec des drag queens. Enfin, offrez-vous. Donc, vous pouvez créer des discussions avec des gens locaux pour en apprendre un peu plus, puis se faire des amis à distance et les voir par la suite. J'ai envie de te demander, Dani, c'est quoi les destinations qui sont émergentes, là, qui méritent d'être connues dans la communauté LGBTQ, qui va à connaître, en tout cas, là, pour les prochaines Absolument, années? c'est une excellente question. C'est sûr que les choses évoluent grandement. Soudainement, ça peut être, comme on peut parler des États-Unis en ce moment, la situation est comme plus fermée à la communauté. Donc, pour la question d'émergence, compte tenu que ça évolue beaucoup, c'est sûr que des destinations comme en Asie, il y a beaucoup de destinations en Asie comme le Vietnam, les Philippines, le Japon, la Corée, tout ça, ça devient intéressant et relativement accessible. Donc, je pense que c'est plus, il faut y aller selon les intérêts et qu'est-ce qu'on veut voir. Compte tenu que la vie avance rapidement, qu'est-ce qu'on a le goût d'aller voir? Qu'est-ce qu'on veut voir dans nos vies? Qu'est-ce qu'on ne veut pas manquer? Moi, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Et après, s'il y a un aspect LGBT, puis c'est LGBTQ+, c'est encore un aspect vraiment intéressant à rajouter. Et tous ces éléments que tu viens de nommer, on peut les retrouver dans le site, ton site Gay Voyageur. Oui, Gay, c'est en anglais parce que ma communauté est beaucoup plus de France. Donc, gayvoyageur.com. On a les plus belles destinations, mais on a aussi les destinations à éviter. Donc, c'est beaucoup des reportages, des vidéos. Vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube du Gay Voyageur. Il y a environ 400 vidéos des destinations faites. Donc, je vous donne des trucs, des astuces, etc. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut le voir. L'Instagram vous donne les meilleures adresses à faire à travers le monde, les meilleurs hébergements notamment. Donc, chacune de mes plateformes parle autrement du voyage. Donc, ça devient intéressant pour les gens de pouvoir se planifier. Puis, si des gens ont des questions, ils peuvent nous écrire à info@gayvoyageur.com et on peut vous appuyer. C'est sûr que moi, je ne suis pas un agent de voyage, donc je ne vends pas de voyage. Je fais que des suggestions, des propositions et après, les gens peuvent communiquer directement avec l'hébergeur pour réserver. Ben écoute, c'était un moment très intéressant avec toi, Dani, pour comprendre un peu plus comment voyager quand on est LGBTQ+, et même toute personne. Absolument. Je t'en remercie d'ailleurs d'être là. Merci à notre metteur en ondes, Marc-André Dubé. La rediffusion de l'émission sur les voyages LGBTQ+, sera disponible mardi prochain, le 3 novembre, de 16h à 17h sur les ondes de 88,3 FM, et aussi disponible en balado-diffusion sur la page Facebook de notre émission Ici et ailleurs de CKIA FM. Je remercie tous nos auditeurs et auditrices. À la semaine prochaine pour une autre émission d'Ici et d'ailleurs. On se laisse sur la dernière pièce musicale de notre invité qui s'appelle Africa par le groupe américain Pop Rock Toto.